Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire de l'Académie 3h18, dont le thème est aujourd'hui «Gagnez vos appels d'offres publics et n'arrivez plus second». J'ai le plaisir de vous présenter Philippe Courtois. Bonjour Philippe. Bonjour Marc et bonjour à nos participants. Voilà, bah écoutez, comme pour chacun de nos webinaires, c'est l'occasion de vous présenter un expert dont les services s'articulent avec les services de 3h18 et je vais sans tarder, Philippe, te laisser l'occasion de présenter tes services, ta société, qui sont tes clients, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez toi? Bien sûr, donc moi Philippe Courtois, donc je suis président de DAO Conquête, qui est un petit cabinet de consulting que je démarre seul pour le moment, mais les marchés publics et moi, c'est une longue histoire. Pour tout dire, moi j'ai commencé ma carrière, je travaille depuis 2001 et j'ai une période de 2001 à 2010 où je ne connais rien aux appels d'offres, je suis simple commercial, je suis en voiture et je vois mes clients comme n'importe quel commercial. Et ensuite, changement de carrière, de 2010 à 2021, je monte des dossiers de marché public. Donc moi j'ai la trajectoire inverse, généralement on commence dans les bureaux. On découvre qu'on a du talent, on vous donne la voiture pour voir les clients. Moi, je fais l'inverse. Je suis sur le terrain, je retombe dans les bureaux et je monte des dossiers de marché public. C'est une autre façon de faire de la vente qui n'a rien à voir. On ne peut plus compter sur la poignée de main, sur relationnel. On vend sur dossier et c'est un changement de paradigme complet. Je commence assistant, appel d'offres et je finis en 2021-2022 consultant, où là, je gère un pool d'entreprises qui font du conseil en management, qui vendent des téléphones mobiles, qui sont artisans tapisseurs, pharmaciens. Donc, vraiment une variété de clients que j'imaginais pas au départ. Et j'ai une expérience complémentaire donc de 2021 à 2022 à la Société du Grand Paris. Société du Grand Paris qui est un acheteur public de premier plan, parce que c'est le Grand Paris Express. Donc, en Ile-de-France, c'est les futures lignes de métro qui vont ouvrir. J'ai fait ça pendant 1 an. Donc là, je suis au service achat et je reçois les offres des entreprises. Donc, je passe de l'autre côté du miroir. Donc, après 12 ans à envoyer des offres, à essayer de deviner un peu ce qui se passe côté acheteur, je passe de l'autre côté de la table de poker et je regarde, ah d'accord, ils font attention plutôt à ça. Moi, je passais beaucoup de temps là-dessus, c'était complètement inutile. Donc, on va rechanger encore de paradigme. Donc, parcours commercial, parcours de montage de dossiers de consulting appel d'offres, une expérience complémentaire au sein d'un acheteur public de premier plan. Voilà. Et 2022, je lance mon activité. J'ai mes 40 ans, je me dis, j'ai une compétence actionnable. Et je me dis, je vais monter à Conquête et je vais accompagner les entreprises qui veulent faire de la vente, monter des dossiers gagnants et qui veulent comprendre un peu la mentalité des acheteurs pour mieux performer en fait sur ce nouveau segment commercial. Et en particulier auprès d'une cible qui nous intéresse beaucoup, c'est la cible des petites entreprises, on va dire globalement de moins de 20 salariés, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est elles qui ont le plus besoin, parce que la grosse boîte, elle va avoir son service appel d'offres, elle va être en place. Les petites entreprises qui, malheureusement, négligent ou n'osent pas aller sur les marchés publics, alors qu'on pousse les acheteurs à acheter de plus en plus de PME, de TPE. Mais en face, elles ne trouvent pas preneur parce Bon, ben, on qu'elles va n'osent pas, quoi. justement, on C'est va bien dommage. c'est le sujet, tu as raison de l'introduire comme ça. C'est exactement ce qu'on va essayer de démontrer, c'est qu'il y a une manne absolument incroyable qui est à la disposition des petites entreprises qui savent bien s'entourer et qui ont une stratégie commerciale qui peut voilà, se développer sur le monde des marchés publics. Donc moi, je suis Exactement. Marc Levernois, je suis le fondateur et le CEO de 3h18. On est une société spécialisée dans l'externalisation des fonctions support. On vous aide à gagner du temps, à vous concentrer sur le développement de votre entreprise en mettant à disposition toutes les fonctions support et en particulier de l'assistanat commercial et administratif appliqué et expert en marché public. Voilà, on verra comment s'articulent nos services un petit peu plus tard. En tous les cas, je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on est là pour discuter de façon très concrète comment gagner des appels d'offres, comment ne plus arriver second, comment dimensionner, on va dire, son équipe de réponse, sachant que on peut recruter, on peut décider de s'entourer, on peut faire un mix des deux. Voilà, on va vous dire un petit peu comment tout ça peut fonctionner, qu'est-ce que ça coûte, quelles sont les chances de succès, quels sont les trucs et astuces, quelles sont les choses à pas faire. Et vous verrez que vous ressortirez de ce webinaire avec les idées claires sur si je veux y aller, si ma stratégie est vraiment de me développer sur ce pan de marché qui est à ma disposition, vous saurez quels sont les facteurs clés de succès pour réussir et vous saurez ce que va vous coûter et donc quel sera le ROI de cet investissement. Alors, vous vous dites probablement, bon, moi, je n'ai pas les moyens, finalement, je n'ai pas l'organisation pour pouvoir couvrir ce marché. Vous vous dites certainement, ma société fait 100-150 K euros de chiffre d'affaires par an, elle est trop petite. Si ça se trouve, il faut une taille minimum et je serai directement disqualifié.
Vous vous dites probablement aussi, il va falloir casser les prix. Ça, c'est un truc qu'on entend souvent. Il va falloir vraiment être le moins-disant et sur les marchés publics, on ne prend que les moins-disants. Ce sont que les gros acteurs qui gagnent. Vous dites que vous n'y connaissez rien, vous n'avez pas de secrétaire commercial, et puis vous dites surtout que ça va vous prendre du temps. C'est déjà difficile de faire tout ce que vous avez à faire au quotidien. Comment dégager, avec la charge mentale que ça suppose, de l'énergie pour se mettre sur un marché où les risques sont là, on a quand même un petit peu peur du code des marchés publics, on a un vague souvenir de comment ça marche, mais on se dit que les marchés publics, ça n'est pas pour les petites entreprises. Alors, Philippe, qu'est-ce que tu réponds finalement à ces chefs d'entreprise qui ont un peu ça dans la tête et qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour commencer, pour leur dire, écoutez, les marchés publics, on comprend que vous ayez des craintes, mais il y a quand même quelque chose à faire et à creuser. Bah, il y a une dimension à la fois psychologique qui est celle-ci, qui est j'ose pas, c'est pas pour moi, mais aussi une dimension pratico-pratique, qui sont donc, ce que vous voyez sur l'écran, les 5 raisons principales pour lesquelles les petites entreprises ne vont pas sur les marchés publics. Raison numéro 1, c'est qu'elles ne les voient pas. Soit elles ne les voient pas, soit elles vont sur Google, soit elles se créent des alertes sur des portails un peu au hasard, mais donc on ne les voit pas passer. Quelle que soit votre offre, même si vous êtes les meilleurs dans votre métier, vous ne pouvez pas remporter un appel d'offres ou un contrat que vous n'avez pas détecté. C'est impossible. Numéro 2, c'est le manque de temps. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé mon activité et qu'on est là aujourd'hui. Manque de temps, c'est vrai. Vous êtes une petite entreprise, vous avez dimensionné votre masse salariale par rapport à vos résultats et vous manquez le temps en tant que patron, vous faites vos chantiers ou vous assurez vos services ou vos prestations intellectuelles aux fournisseurs, vous n'avez pas le temps de monter ces dossiers. Là, on rentre dans une dimension psychologique, c'est pas pour moi, qui rappelle la slide d'après, c'est pas pour moi, c'est trop petit, c'est pas pour moi, il y a des gros, c'est pas pour moi, c'est que pour les grosses entreprises. C'est une autocensure et moi, j'ai été commercial, j'ai fait de la prospection. C'est à chaque fois devant mon téléphone, je me disais, ça sert à rien d'appeler, de toute façon, ils ont déjà un autre fournisseur, on fait rien. Donc, à un moment, il faut lancer la machine. Et de toute façon, en plus, vous verrez après que ce n'est pas vrai. Ouais, on verra tout à l'heure qu'on a des exemples très concrets et Exactement. que ces objections sont des fausses objections. Il faut oser. Et pendant que vous faites des nœuds au cerveau, d'autres y vont. Donc, allez-y et laissez les autres se faire des nœuds au cerveau. Le manque de savoir-faire, ça, c'est concret. Hein. Il n'y a pas d'école pour répondre au marché public. Donc, quand on est seul devant son PC, devant un DC1, on verra plus tard, comment on répond à ça? Et le cadre juridique, c'est vrai que c'est un jargon, c'est vrai que c'est un monde à part, mais tous nos métiers sont faits de jargon quand on y réfléchit. Au début, on a tous été apprenants. Et quand on a l'habitude, ou alors on recrute ou on fait appel à une aide extérieure comme la nôtre, et d'un seul coup, ça permet d'avoir d'un seul coup moins peur de ce jargon. Alors, quelles sont les bonnes raisons, maintenant qu'on a vu les craintes, quelles sont les bonnes raisons de se lancer pour une petite entreprise sur les marchés publics en 2023 ? La raison numéro 1, c'est toutes les entreprises qui disent la même chose. Comment je peux me différencier? Je cherche un autre segment, j'ai essayé le site en ligne, j'ai essayé. Là, vous avez une nouvelle autoroute devant vous en termes de développement commercial. L'autre, c'est j'ai pensé aux appels d'offres, mais j'ai ce Rubik's Cube et je ne sais pas comment arriver à la combinaison, je ne sais pas comment aborder la chose. La troisième aussi qui est fréquente, c'est je travaille en dépannage de clients publics. Alors, souvent, c'est la mairie qui vous appelle, l'hôpital, qui vous appelle en dépannage, puis vous assurez la livraison, puis ils disent merci, mais je retourne à mon titulaire, au revoir. Donc, vous servez un peu de roue du carrosse et vous aimeriez transformer la chose de plus pérenne. 4, c'est j'ai déjà une démarche appel d'offres, donc on est sur entreprise un peu plus vers le TI, qui a une secrétaire ou un accompagnement interne, mais on ne transforme plus autant qu'avant, il y a un truc, quoi. La machine s'est grippée, on ne sait pas trop comment relancer la chose. Et 5, c'est je reprends une entreprise, j'ai eu un cas récent, un monsieur qui reprend une entreprise d'édition et qui me dit, je viens d'un monde où ça n'existe pas, ces appels d'offres, j'ai un service d'appel d'offres, je ne sais pas ce que font ces gens, donc j'aimerais bien avoir un point de vue extérieur là-dessus. Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent un petit peu de formation hein, quand on commence, mais on va le voir. Bon, il y a des termes qu'il faut connaître, il y a des documents qu'il faut maîtriser. Mais pour rester quand même sur l'opportunité, on est quand même sur une manne. La grosse différence avec le secteur privé, c'est que l'argent public, il est là, il est à disposition et à coup sûr, il va être dépensé. Et ce sont en général des entreprises, ça n'est plus comme avant où pendant longtemps, tiens, j'aurais pu mettre ça d'ailleurs tout à l'heure, on n'est pas sûr d'être payé parce que les marchés publics, on est payé au lance-pierre. Non, c'est fini, ça, C'est plus le effectivement. cas, c'est fini. Et sur les 180 milliards qui sont dépensés chaque année, on a extrait ce qui était dépensé pour les très petites entreprises et les PME. Hein. Là, c'est 30%. TPE, PME. Voilà. Donc, on a quand même 50 milliards qui sont là, qui vont être dépensés
pour des entrepreneurs, pour des agences spécialisées en marketing digital et SEO, pour des coachs et des sociétés de formation. Il y a de tout. Tous les secteurs sont concernés. Ce sont en général des clients qui sont proches de chez vous. Donc ça, c'est bien hein, pour ceux qui ont un service localisé. Mais si je reprends l'exemple de l'agence en marketing digital, elle peut très bien être à Marseille et avoir un client à Rennes et inversement. Donc, quelle que soit la taille de votre entreprise, à partir du moment où vous avez une entreprise, vous avez déjà un peu d'historique, parce qu'on va forcément vous demander quelques références quand même, hein, on va en parler tout à l'heure. Vous êtes éligible au marché public. Alors, on vous a sorti quelques exemples pour vous montrer que ce n'était pas des paroles en l'air. Ça, c'est des extraits en fait d'avis qui vous montrent que partout en France, et y compris pour les petites entreprises et quels que soient les secteurs, il y a des marchés à prendre et à saisir sur les marchés publics. Philippe, tu peux nous détailler peut-être ces quatre exemples? Bien sûr, j'ai pris 4 exemples. On va commencer en haut à gauche. Les donc les installations de bornes de recharge pour véhicules électriques, c'est le sujet du moment. Donc, ça concerne à la fois les électriciens, mais aussi les fournisseurs de bornes qui peuvent répondre en groupement ou seuls à ce type de marché. Donc, on est vraiment sur des marchés de travaux. Juste en dessous, vous avez un marché de carrosserie. Alors, tous ces marchés, ça a été extrait hier. Hein. Donc, si vous êtes dessus, c'est votre secteur d'activité, allez-y. Carrosserie, parce que voilà, on ne s'imagine pas qu'il y a des marchés publics là-dessus. Vous prenez la ville de Paris, les gens, les jardiniers qui se déplacent, ils sont en voiture de service, floqués voiture de Paris. S'ils rentrent dans un arbre, il faut bien la réparer, cette voiture. Ça va à un garage. Donc, typiquement, ça, c'est un marché que je vais prendre avec un petit garage où on va aller dessus. Ensuite, on a la communication digitale. Alors, la communication digitale, il y a de la demande, de référencement, de SEO, accompagné, pourquoi pas, avec des lots de photographies, de vidéos. Enfin, n'en lancez plus. Et enfin, j'ai pris un dernier on est dans la prestation intellectuelle et dans la prestation d'accompagnement. Vous allez à la région Île-de-France, là, c'est à CAF, Ille-et-Vilaine, mais vous allez à Bordeaux Métropole, c'est un siège social. Les gens, ils posent des congés sur des logiciels. Il y a des managers, des chefs de service. Ils ont besoin de formation, de management, d'accompagnement au changement. Vous êtes un cabinet d'accompagnement au changement, vous avez un marché pour vous. Donc, c'est des marchés qu'on trouve dans le privé et dans le public. Donc, c'est bien des marchés qui sont à disposition de toutes ces petites entreprises. Et j'en profite pour vous dire que vous avez la possibilité de nous poser des questions, de réagir, de mettre des commentaires. Vous avez soit le chat, et là, c'est public, soit le module questions. Et dans ce cas-là, ce sont des questions en one-to-one auxquelles on répondra publiquement, mais on ne voit pas que c'est vous qui l'avez posé. Donc, je sais, pour avoir regardé la liste des participants, sur les dizaines de participants qui sont là, il y a plusieurs agences de marketing digital et de SEO. Voilà, typiquement, on va vous montrer qu'il y a du business, qu'il faut être capable de le segmenter, hein, de l'approcher avec une vraie stratégie commerciale. Alors, voilà, derrière le mot stratégie commerciale, vous verrez ce qu'on y met. Hein, ce sont des choses très pragmatiques, très opérationnelles, mais on ne part pas sur les marchés publics, la fleur au fusil, et en se disant je veux tout prendre et je vais essayer de répondre à tout et à n'importe quoi. Il faut segmenter. C'est comme tout, et il faut se poser les bonnes questions sur où sont vos facteurs clés de succès, où sont vos critères différenciants, et vous verrez que Philippe, dans ses prestations de conseil et d'accompagnement, est capable de vous aider à choisir les bons marchés. En tous les cas, il y a 3 règles d'or, et c'est les 3 règles que l'on va décliner pour gagner votre premier appel d'offres. Première règle d'or, c'est connaître les procédures, parce qu'il y a rien à faire. Si vous ne connaissez pas les procédures, les documents, les délais qui sont associés à ces procédures, forcément, vous allez être déçu, vous n'allez pas être sélectionné, ou votre première réponse ne sera pas qualifiée, ne sera pas bonne. Donc, il y a un petit peu de formation, et nous, ce qu'on vous propose, c'est de la formation action. C'est sur le terrain. On prend les sujets et soit on vous forme, soit on forme quelqu'un chez vous, soit on vous met en place quelqu'un qui va avoir. Deuxième règle d'or, c'est définir la bonne organisation. Donc ça, c'est absolument clé. Vous pouvez connaître les procédures, vous pouvez être un expert des marchés publics. Si vous n'avez pas les bonnes personnes pour mettre en action la stratégie, délivrer la partie administrative et commerciale, et tout ça dans les délais, vous ne serez pas qualifié. Troisième règle d'or, c'est d'avoir une veille systématique, parce que derrière la veille, il y a finalement la bonne exécution de votre stratégie.
Hein, c'est ce qui va incarner que vous avez une stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie, vous allez essayer de tout attraper. Une veille, c'est une veille qui segmente en fonction de vos forces, en fonction de votre concurrence, en fonction de ce que vous aurez observé, les marchés que vous voulez gagner. Donc, Philippe, si on abordait le premier sujet, comment tu expliquerais à un chef d'entreprise que voilà, il y a quand même quelques documents à maîtriser, quelques process. Comment tu fais pour l'acculturer à tout ça? Avant de parler de l'organisation et de qui on met en place, comment tu expliques à un chef d'entreprise qu'il va falloir quand même un petit peu apprendre deux, trois trucs? Alors, tout à fait, c'est vrai que c'est important quand on parle de maîtriser les procédures, c'est au moins d'avoir un vernis qui nous permette dans un premier temps de décrypter voilà, le début d'un cahier des charges pour pouvoir au moins identifier ce qui a un marché. Donc oui, c'est important puisqu'on est sur de la réponse écrite et de la découverte écrite. Donc c'est ouvrir un cahier des charges et de comprendre, de l'intérioriser, de voir si l'offre de sa société correspond à ce qu'on peut répondre et de dire oui ou non, j'y vais. L'exemple que vous avez sur écran, c'est différent. Vous avez les avis de marché, règlements de consultation. Les 4 premiers, c'est les documents que vous avez trouvés à l'ouverture d'un cahier des charges qui vont permettre d'identifier qui est l'acheteur, qui est l'objet du marché. Le CCAP, c'est la partie administrative, c'est quels sont les délais de paiement. Généralement, c'est 30 jours à facture. Hein, donc, ça, c'est simple. Et surtout, le CCTP, qui est le document maître, le CTP qui existe dans les marchés privés. Hein, donc, vous avez peut-être affaire à ça à votre vie courante. Mais voilà, c'est la compréhension du cahier des charges techniques du client qui va vous permettre de dire si oui ou non vous allez sur un marché. J'ai entouré l'acte d'engagement qui est les deux du bas, acte d'engagement et bordereau de prix, c'est les documents de réponse. Ces documents, pour le coup, une fois que vous avez pris connaissance des 4 premiers et plus si affinité, vous allez remplir ces deux documents et renseigner l'acheteur. L'acte d'engagement, c'est là où on voit le plus d'erreurs. L'acte d'engagement qui n'est pas signé, l'acte d'engagement avec des erreurs de calcul, l'acte d'engagement qui n'est pas dimensionné au produit, qui n'est pas dimensionné au marché, aux besoins clients. Et c'est là que j'ai entouré. Et bordereau de prix aussi, où des fois on voit des petites erreurs. On ne remplit pas tout, parce qu'on se dit on met ça à 0, parce que c'est. Et l'acheteur, il ne comprend rien, il voit 0, il voit que vous n'avez pas répondu, et il jette votre offre malheureusement sur le côté. Donc, il faut maîtriser un minimum. Généralement, les entreprises qui vont seules, elles apprennent sur le tas. C'est à force de se prendre des murs qu'elles apprennent. Il y a peut-être d'autres façons d'y aller. On s'est pris des murs pour vous. Donc, faire appel à nous, ça peut être voilà, on s'est pris des murs et puis on a mis en place des équipes, on va dire, qui connaissent les sujets. Donc voilà, vous avez quand même le choix de vous former. Vous avez le choix de former quelqu'un chez vous. Vous avez le choix de vous entourer de personnes extérieures qui viendront juste le temps nécessaire. Voilà, donc vous avez quand même, et on va le voir dans la partie organisation, vous avez quand même des leviers. Mais là, le message important, c'est il y a des procédures à comprendre, vous devez vous former et s'il y avait un focus sur les documents importants, c'est l'acte d'engagement. On y reviendra parce que c'est un facteur clé de succès. Alors, l'enjeu clé numéro 2, c'est de définir quand même les rôles qui vont être attendus parce que c'est bien de se dire, OK, je décide de former quelqu'un ou je décide de me former. C'est moi qui vais devenir le commercial secteur public de ma petite société. Il y a quand même des rôles. Alors, vous pouvez incarner tous les rôles, hein, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même bien définir qui va faire quoi et quelles vont être les compétences spécifiques et les rôles spécifiques dans l'organisation d'une réponse à appel d'offres. Donc, Philippe, tu peux peut-être nous décrire ces 3 grands rôles. Bien sûr, en fonction de là où vous en êtes en fait dans votre apprentissage et de vos besoins, vous avez 2 rôles qui sont principalement soit un consultant qui a la version un peu senior, un peu stratégie, soit vous avez juste besoin en fait d'un accompagnement administratif sous la forme d'un profil plutôt assistant. Le consultant, il va prendre en charge donc toute la partie stratégie commerciale. On n'arrive pas, on va pas seulement greffer du marché public, on va aussi regarder ce qui se passe dans le privé. Le public étant une extension de ce que vous faites habituellement. Donc, on va auditer tout ça. On va à partir de là définir les appels d'offres à cibler. On ne va pas viser trop grand ni trop petit. On va essayer de trouver une juste stratégie. Et à partir de là, on a défini notre cible. Il nous faut l'outil qui nous va permettre de viser ces cibles. Et principalement, c'est Mémoire Technique, qui est le document central qui a présenté votre offre, la manière dont vous travaillez, la manière dont vous facturez, c'est quoi votre SAV, tout de A à Z. C'est votre méthode de vente par écrit. Donc là, on est sur du consulting, ça nécessite un consultant. Vous avez ensuite la partie plus, si vous avez déjà une stratégie en tête, vous vous dites, moi, il me faut juste une partie administrative. Dans ce cas-là, vous recrutez ou vous faites appel en externalisé à un profil d'assistant qui va s'occuper donc du quotidien, c'est-à-dire la détection des marchés via différents outils qu'on va aborder par la suite et qui va monter au quotidien vos dossiers, s'assurer de leur conformité et du dépôt sur les plateformes
Il y a une quarantaine de plateformes à maîtriser, mais un assistant qui a déjà fait ce métier ou une assistante les connaît en général tous. Et vous avez ensuite en mauve, en bas, c'est un truc où une section donc, qui est l'analyse du taux de transformation et de l'amélioration continue qui peut être soit assurée par un consultant, soit un assistant, une assistante administrative qui a un peu de bouteille, qui a un peu de seniorité, qui va être capable de dire oui, on est sur un taux qui est ordinaire, ou alors non, là vraiment, je reçois vraiment beaucoup de courriers de refus. C'est souvent le prix. Donc, on va peut-être falloir faire une analyse. Et là, tirer un taux de transformation et de voir où ça pêche. Alors, c'est vrai que moi, je me dis, je me mets à la place là, des chefs d'entreprise qui nous écoutent. Bon, je pense que tout le monde a envie de maîtriser son destin et donc d'internaliser à un moment donné quand même ses compétences. Donc, je pense que il faut peut-être préciser que on peut commencer par prendre de la connaissance, prendre de l'expérience, s'entourer d'un conseil externe, s'entourer d'une assistante commerciale spécialisée dans les marchés publics pour apprendre, pour bien voir comment ces documents sont rédigés, pour bien comprendre les échéances, pour bien comprendre comment est-ce qu'on dépose les documents dans les plateformes. Et puis petit à petit, eh ben, on capitalise, on internalise, on rédige des procédures, on crée un petit book de connaissances. Et au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, finalement, on forme peut-être quelqu'un en interne. Et puis, on a aujourd'hui des exemples. On a plein de clients chez 3h18 qui font appel à nous. Mais comme les appels d'offres sont cycliques, l'avantage, c'est qu'ils font appel à des ressources externes uniquement quand ils en ont besoin. Et puis pendant 3-4 mois, il n'y a plus rien. Et tout d'un coup, hop, c'est grosse pagaille, gros chantier, grosse charrette. Et là, on met 1, 2, 3 personnes, quelques jours ou quelques demi-journées. Tu voulais réagir à ça, Oui, c'est une Philippe? notion très importante parce que pour beaucoup d'entreprises qui ne savent pas qu'on peut externaliser cette partie réponse appel d'offres, c'est soit je fais rien, soit je dois recruter. Il n'y a pas de juste milieu. Soit je fais rien, soit je gravis l'Everest. Non, vous avez un juste milieu qui on peut faire appel ponctuellement à une assistance, faire cette connaissance comme le dit Marc, et après en année 2, année 1, année 2, se dire ok, j'y vois suffisamment clair, j'ai mon petit lancement, j'ai peut-être du coup internalisé la chose avec les marchés que j'ai remportés en année 1, année 2, et là du coup je peux justifier les salaires que je vais débourser en interne. Mais vous avez cette phase transitoire, c'est pas soit je fais rien, soit je gravis la montagne, hein. Vous avez ce choix intermédiaire. Alors, si on regarde maintenant, finalement, comment réagit et comment réfléchit un chef d'entreprise? Toi, Philippe, qui en rencontres souvent, comment tu analyses finalement les étapes par lesquelles il passe? Le but, en fait, quand on rencontre un chef d'entreprise, c'est de savoir, en fait, quelle est sa situation. Donc, qui est imagé. Regardez directement la colonne 4, hein, ça va être beaucoup plus facile. Mais soit elle dispose d'une stratégie de réponse, c'est oui, j'ai ou pas. Soit elle dispose des outils, typiquement, ça va être le mémoire technique et une base documentaire, elle a ou elle n'a pas, ou soit elle dispose des ressources administratives, que ce soit en interne ou autre. Le cas Alors, mémoire numéro 1, technique, tu peux ouais. peut-être préciser, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que le mémoire technique? Bien sûr, quand vous répondez à un appel d'offres, vous répondez pas uniquement à une demande de prix. Généralement, vous avez des critères qui vont être partagés entre prix et la valeur technique. Valeur technique qui va être délai de livraison, capacité, qualité de votre projet. Donc, à partir de là, le projet, vous allez le présenter dans un dossier qui s'appelle votre mémoire technique, qui est un document dans lequel vraiment vous allez répondre aux besoins. Voici comment on répond à votre besoin. Voici les ressources humaines qu'on met en face. Voici les ressources matérielles dont on dispose. Voici comment on s'y prend en termes de méthodologie. Donc, c'est un document qui fait quelques dizaines de pages. Le but n'étant pas de parler pour parler, mais de dire ce qu'on est capable de mettre en place pour répondre aux besoins du client, et ce, durant toute la durée du marché, qui sont généralement des marchés qui vont jusqu'à 4 ans. Donc, c'est votre document central où vous allez vendre à l'écrit. Donc, ça demande une compétence aussi particulière. Le cas numéro 1, c'est vous disposez d'aucun des trois. Je n'ai pas la stratégie, je n'ai pas les outils, je n'ai pas les ressources. Dans ce cas-là, il vous faut un mix consultant pour la stratégie et au quotidien, l'assistant pour assurer vos dossiers. Cas numéro 2, c'est j'ai la stratégie, mais je n'ai pas les outils et je n'ai pas les ressources pour le faire. Donc, j'ai mon idée là, mais je n'ai pas les moyens de l'actionner. À partir de là, on reste pareil sur un consultant plus assistant, développement de stratégie et day-to-day au quotidien, montage de dossier. Le profil de chef d'entreprise numéro 3, c'est j'ai la stratégie, j'ai un outil qui me permet, mais c'est le temps en fait. Vraiment, je suis sur mes chantiers, je suis sur mes prestations, je manque de temps. Là, on va être juste du coup sur une aide administrative externalisée qui va être capable d'intervenir. Voilà, vous avez 2 appels d'offres, on fait les 2 appels d'offres et on vous laisse tranquille et on revient quand vous aurez besoin par la suite. Et le 4e, qui est j'ai la stratégie et j'ai quelqu'un qui pourrait monter les dossiers,
mais il nous manque l'outil, il nous manque cet arc et cette flèche pour harponner les acheteurs. Et dans ce cas-là, c'est juste le consultant qui, pourquoi pas, va intervenir avec l'assistant pour dire voilà comment on ferait les trucs, dans un échange. Mais voilà, on Et là, monte les outils, on les met on va ensemble. améliorer le taux de succès, on va améliorer le taux de conversion. Parce qu'en fait, Exactement. ce qui est intéressant dans le quatrième cas, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui répondent à des marchés publics, mais ils en ont marre, ils s'épuisent à arriver second, troisième, quatrième. Et là, ce qu'un consultant spécialisé peut faire, avec une assistance vraiment ponctuelle et à la carte, c'est optimiser le taux de succès. On va travailler, on va regarder, par exemple, on va regarder, ça c'est un truc que je trouve génial dans les marchés publics, c'est que on peut faire une forme de rétro-engineering et regarder les prix qui ont été signés dans votre environnement, dans votre écosystème, dans votre secteur d'activité. Donc, vous pouvez presque faire de la veille concurrentielle en regardant ce que vos concurrents ont signé avant de vous lancer sur un marché. Tout à fait. Donc, ça, c'est quand même super intéressant. Et on peut même faire des recherches. Moi, ce que je propose à chaque fois à mes prospects, c'est de regarder un peu ce qui se fait chez vos concurrents. On a des outils qui nous permettent, par numéro de SIRET, par nom d'entreprise, de dire l'entreprise X, est-ce qu'elle garde des marchés? Si oui, c'est qui ses clients publics et c'est quel montant d'affaires? On est capable de le faire. Et ça permet justement de dire à une entreprise, il y a largement de quoi y aller. Au contraire, ça va être très concurrentiel, mais dans ce cas, on va adapter la stratégie. Mais on ne part pas à l'aveugle. C'est ça qui est important. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver. Là, combien de temps prend, dans le cas numéro 2, de mettre en place voilà, une prestation consultant plus assistant? Est-ce qu'on y reviendra parce qu'on parle prix, on parle Bien sûr, bien ROI sûr. un peu plus tard, mais déjà là, à ce stade, voilà, une petite entreprise qui fait 700 000 € de chiffre d'affaires, qui vend des prestations de services intellectuels, de marketing, de référencement, par exemple. Voilà, combien de temps ça prend avant de parler de prix? Le temps pour mettre en place la prestation? Ouais. Entre la rencontre initiale où on fait l'audit et les premières réponses à appel d'offres, on est sur un délai d'à peu près 3 semaines pour répondre au premier marché. Ce qui permet de faire un audit complet, à partir de là, définir une stratégie. Une fois qu'on se dit go, qu'on a pris la décision, c'est le montage du mémoire technique. Ouais, 3 semaines, 1 mois pour garder une marge de sécurité. Mais on est à peu près sur ce type de délai. Et ensuite, c'est à la demande, en fonction des appels d'offres qui vont être détectés. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même la mise en place dans les outils, la mise en place d'une veille. Hein. Donc, c'est ce qui est très, très intéressant, c'est que quand on n'a pas soi-même l'habitude ou l'envie d'aller s'inscrire sur toutes les plateformes qui vont faire la veille et détecter des appels d'offres pour vous, ça, c'est un service qui est apporté par la prestation, on va dire, combinée 3h18 Philippe Courtois. Donc voilà, je pense qu'en un mois, surtout s'il existe déjà des propositions commerciales, un fonds de documents commercial pour pouvoir rapidement aboutir à un bon mémoire technique, on peut se lancer sur les marchés publics. Hein. Après, j'ai juste un petit truc à ajouter. Ça, c'est le délai standard. Si on veut mettre en place une stratégie. Si jamais vous avez une urgence, vous avez un appel d'offres, j'ai eu le cas récemment, un agent d'assurance qui me dit j'ai un marché qui est sorti pour Enedis. Ça fait 8 mois que je l'attends. Il sort on doit répondre dans 2 semaines et demie. Bah dans ce cas-là, oui, je vais adapter mon calendrier. Le délai standard, c'est d'1 mois, mais on est capable de traiter les urgences. À l'inverse, j'ai un appel d'offres, je dois répondre dans 48 heures. Soit le devis va être très élevé, je mets tous mes clients de côté pour vous, soit on va être sur les délais, on va essayer d'être sur les délais un peu plus réalistes. Alors, l'enjeu numéro 3, c'est mettre en place une veille des marchés. Parce que ça, c'est vraiment, on a vu qu'il y avait l'organisation, il y avait les rôles, et il y a quand même un sujet, c'est que c'est la stratégie. Et la veille, c'est ce qui va incarner votre stratégie. Qu'est-ce que tu utilises comme outil, Philippe, quand on te confie le soin de réaliser cette veille pour une petite entreprise? Alors, des outils, il en existe plusieurs. Juste pour que vous ayez une idée, il y a Vector Plus et Double Trade qui sont les 2 entreprises principales avec lesquelles j'ai bossé pendant plus de 10 ans. Et moi, je fais appel à un petit acteur qui s'appelle Nukema et qui propose une offre. Par contre, alors c'est un petit acteur qui propose des tarifs un peu moins élevés, mais il faut maîtriser l'outil. Donc, ça demande ça. Mais vous avez des pure players. Vector Plus est le plus connu. Si vous avez un profil LinkedIn, vous avez sûrement vu passer. Et Double Trade qui sont les 2 acteurs principaux. Moi, j'ai pris un player alternatif, mais parce que je maîtrise mon sujet. Donc, voilà, c'est comme vous avez Windows, vous avez Mac.
Après, vous avez Linux, mais Linux, il faut s'y connaître. Il faut un peu y toucher en informatique. Alors, quels sont les pièges, justement, qui peuvent donner envie plutôt de sous-traiter que de s'y mettre et de s'y coller, sachant que c'est quand même compliqué C'est le temps. C'est le temps. Moi, j'ai rencontré la semaine dernière un traiteur. Voilà, donc qui est câblé marché public. Il a ça dans son radar. Par contre, il s'est créé 20 alertes gratuites, qui passe 1 heure et demie chaque matin à regarder ses alertes, au lieu de faire du management, au lieu de faire les trucs d'hygiène alimentaire qu'il doit faire habituellement, de gérer ses livraisons. C'est 1 heure et demie par jour. Donc, c'est un temps monstrueux, avec la possibilité de se tromper, de ne pas mettre les bons mots-clés, parce que c'est une science quelque part. Est-ce qu'on a assez ouvert l'éventail de mots-clés, des mots-clés auxquels on n'aurait pas pensé et qui nécessitent d'avoir un point de vue externe d'une personne qui a l'habitude de voir tout ça? Il a sûrement dû mettre traiteur, denrées alimentaires, mais il y a plein de choses peut-être qui n'étaient pas dans son scope. Donc en termes de temps, et même en termes d'argent, et même en termes de tout, c'est un truc que j'externaliserais effectivement si j'étais chef d'entreprise. Alors, maintenant, on commence à rentrer dans dans le savoir-faire et dans ce qui fait la différence entre ceux qui s'y connaissent et puis ceux qui découvrent. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on décide de se lancer dans une démarche de réponse à un appel d'offres public? Erreur numéro 1, c'est la conformité. Ça, mais ça, tout le monde le sait, tout le monde a cette compréhension intuitive. C'est les marchés publics, s'il manque une signature, le dossier à la poubelle. C'est plus aussi vrai que ça l'était quand j'ai commencé il y a 12 ans, mais il y a un respect, un formalisme à respecter. On voit tout de suite l'amateur d'un peu plus professionnel quand on reçoit un dossier d'entreprise. 2, c'est ne pas avoir compris le cahier des charges. Ça, c'est assez simple de se tromper, hein. On fait une belle proposition, mais qui est basée sur le mauvais postulat. Donc, malheureusement, jolie construction, mais hors sujet. Merci d'avoir répondu. Est-ce que la pondération des critères rentre dans ce point numéro 2? Tout Entre à le fait. prix, l'importance de la politique RSE de la société, la justesse de la réponse aux caractéristiques techniques qui sont demandées. Ce sont aussi des erreurs quand on appréhende mal cette pondération qui est demandée? Tout à fait, parce que de toute façon, en plus, c'est sur 2 documents séparés. Je vais être assez rapide. Vous avez un règlement de la consultation qui vous dit les critères, 70% valeur technique, 30% prix, exemple. Et vous avez un autre document qui est le CCTP, qui est des charges techniques, sur lesquelles les entreprises vont jeter dessus. Elles vont faire leur demande de devis, sauf qu'on n'est pas dans une demande de devis, on est dans une réponse au marché public. Elles vont dire, c'est bon, j'ai tout compris, tac, 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 je vais taper du prix, taper du prix, taper du prix. C'est pour le 11 avril, je dépose mon dossier. On a tapé du prix sur un dossier en fait où les critères étaient à 70% sur la valeur technique. Le prix, c'était que 30. Pourquoi? Voilà. Donc, typiquement, c'est un exemple concret. Numéro 3, le respect des délais. C'est différent du formalisme. Vous pouvez très bien déposer une offre dans les temps, mais qui n'est pas conforme, et faire les deux. L'offre pas conforme, remise en retard, ça, c'est le combo idéal pour ne pas remporter de marché. Ne pas répondre à 100% du besoin. C'est pas une redite du 2. On sait ce qu'on fait. C'est le 1, j'ai compris qu'il y a des charges, mais je ne réponds pas à 100% parce que sur ces produits-là, je ne marche pas beaucoup. Ou alors, voilà, j'ai un peu des soucis de livraison là-dessus, donc je ne le mets pas. Ben non, il faut répondre à 100% du besoin de l'acheteur. Et le bordereau pour lequel on ne met pas de prix, ça tu le classes dans quoi? Parce que ça, c'est une erreur fréquente aussi. Ça, c'est une erreur, c'est j'ai compris le besoin, ouais, c'est qu'en fait, on se trompe, on fait comme on fait dans le privé. On se dit, bah ça, de toute façon, d'habitude, je ne le facture pas, c'est inclus dans mon service, donc je vais mettre 0, puisque je l'inclus dans la ligne du dessus. Mais l'acheteur, il voit une ligne à 0, c'est tout ce qu'il voit, il ne cherche pas. C'est pas dans la case. Donc, soit vous mettez une ligne à 0 et vous mettez une annexe à côté, donc un top document Word, en disant cette ligne est à 0 parce qu'en fait, on inclut dans notre forfait. Là, c'est clair. Ou alors, vous faites en sorte de la chiffrer. Mais ne mettez pas de bordereau de 0 ou de vide en disant il va comprendre tout seul, l'acheteur. L'acheteur ne lit pas dans les pensées, malheureusement. Et 5, c'est ne pas se renseigner sur le contexte à la concurrence. On a des outils qui nous permettent de vérifier par numéro de tirette, par nom d'entreprise. Vous me donnez un concurrent, je vous dis tout de suite, il remporte des marchés publics, ou ça fait depuis 2015, il ne remporte plus rien. Ou au contraire, il est hyper présent. Donc, on est capable de voir tout ça. Et ça, vous ne verrez pas sur Google. Les vendeurs ça, j'adore. Franchement, oui. ce que vient de dire Philippe, c'est vrai. Moi, j'adore. De temps en temps, je lui donne un nom comme ça. Je fais du name dropping. Il prend son abonnement et son outil et on voit tout de suite. Et on voit tout de suite. Donc ça, c'est quand même assez génial. Dans quel marché privé
vous savez à quel prix et avec quelles caractéristiques vos concurrents ont été pitchés et répondre. Donc ça, c'est vraiment, on peut en profiter quand même. Et juste une phrase de transition, souvent j'envoie le tableau avec « Voici sur votre métier les marchés remportés ». 80% du temps, les prospects me disent « Il y a des entreprises que j'aurais jamais imaginées, d'une part, et d'autres me disent « J'étais sûr de les voir et je ne les vois pas ». Donc souvent, vous pensez connaître vos marchés, en fait, souvent, sur cette partie publique, des gros acteurs, vous êtes sûr qu'ils y sont, et ils ne sont pas. Vous avez ils sont là, eux. Quoi? 100 000 €? Waouh! Donc, vous avez vraiment de la surprise. Et puis des toutes petites entreprises qui répondent systématiquement à tout, à plein de choses. Et vous dites, mais comment est-ce qu'un tout petit acteur comme ça peut répondre? Et oui, ils au osent. bout d'un moment, ils osent. C'est ceux qui ne sont pas nés au cerveau qui y vont, qui s'en fichent, ils y vont. Exactement. Vous avez des entreprises qui sont en cours d'avoir leur numéro de SIRET, et qui répondent et qui disent « J'ai travaillé en tant que salarié sur tel truc, vous pouvez les appeler, mon numéro de SIRET. » Et ils y vont. Et nous, on a tout en place et on n'ose pas parce que ce n'est pas pour moi. C'est ceux qui osent qui ont cette prime à la vente. Alors, maintenant qu'on a compris pourquoi il fallait y aller, qu'on a levé les freins, qu'on a levé les peurs, maintenant, il y a quand même le sujet de l'organisation. Donc, si on regarde quels sont les 5 bénéfices concrets à muscler votre équipe, à soit recruter, soit transformer quelqu'un qui faisait autre chose en, voilà, toi, tu vas devenir commercial, réponse au marché public pour mon entreprise, soit faire appel à quelqu'un en prestation externe. En tout cas, à muscler votre organisation, il y a 5 avantages à le faire. Le premier, c'est que évidemment, vous allez traiter un plus grand nombre de consultations. Aujourd'hui, c'est vous qui en faites un de temps en temps. Là, ça va devenir une machine de guerre, hein. Vous allez avoir des appels d'offres qui vont être identifiés dans la veille. Vous allez avoir un mémoire technique, une stratégie commerciale et quelqu'un qui va animer tout ça parce qu'il faut récupérer quand même pas mal d'informations un peu à gauche, à droite, hein. Ce n'est pas un truc qui se fait dans son coin. Donc, l'assistant administratif et commercial ou la personne chez vous qui s'en occupe, elle va demander des infos techniques, une fiche, le dernier bilan, le dernier cabis. Elle va faire ce travail un petit peu de chef de projet. Et donc, c'est une machine de guerre hein, que vous allez mettre en place. La deuxième chose, c'est que ça vous garantit la conformité en fait, de vos dossiers. Il n'y a rien de pire que de passer de l'énergie et du temps et puis vous êtes disqualifié parce que vous avez juste oublié d'envoyer votre dernier cabis, votre dernier bilan ou quelque chose qui vous disqualifie. Vous allez bénéficier d'un regard extérieur hein, sur ces pratiques et forcément, voilà, le combo et le binôme 3h18, Philippe Courtois, qui en a fait des dizaines et des dizaines, ben, on a forcément un regard qui va vous aider à aller plus vite. Vous allez disposer d'une solution qui vous permet de scaler, comme on dit. Donc, vous allez pouvoir faire croître en fait votre chiffre d'affaires, votre entreprise sur les marchés publics sans forcément avoir à recruter. Et puis, vous allez passer en charge, vous allez réduire les coûts de fonctionnement en optimisant vos ressources. Parce que quand on est sur les marchés publics, très souvent, c'est cyclique. Donc, si vous recrutez quelqu'un ou si vous formez lourdement quelqu'un pour le faire, vous allez avoir des traversées du désert de 3-4 mois où la personne elle va se tourner les pouces. Donc, elle va repartir sur une autre tâche. Puis, le jour où il faut tout d'un coup se mettre en mode charrette, elle sera plus disponible parce qu'elle aura fait d'autres choses. Donc, c'est plus compliqué à manager, sauf le stade où vous êtes déjà vraiment une entreprise un peu plus installée et vous pouvez affecter une personne à plein temps à la réponse au marché public. Donc, nous, on va vous aider à gérer cette transition et on pourra toujours renforcer les équipes dans les PME plus tard, ce qu'on fait déjà. Mais c'est plutôt pour les TPE que cet argumentaire s'applique vraiment. Pour ce qui est des bénéfices à solliciter un regard extérieur d'un consultant, Philippe, je te laisse décliner peut-être ces 5 bénéfices. Bien sûr, expertise accompagnement personnalisé, c'est bénéficier d'un consultant qui a vu plein de secteurs d'activité différents, qui sont en travaux, en services ou en fourniture, et qui va être capable rapidement d'analyser ce que vous faites et de vous accompagner de manière vraiment sur mesure. Gagner du temps et de l'efficacité dans la rédaction des appels d'offres. Plus vous gagnez du temps, moins c'est un process qui vous paraîtra lourd, et plus, on revient sur le précédent, mais vous aurez aussi du coup des ressources disponibles pour répondre à des marchés. Vous prenez 2 sociétés qui ont le même taux de transformation, qui arrivent à transformer 25 ou 30% de leur marché public. Il y en a une qui en joue 20, l'autre qui en joue 70. À la fin de l'année, ce n'est pas le même résultat. Optimiser ses chances de remporter les marchés à partir du moment où vous avez un regard extérieur bienveillant sur vos pratiques et qui vous permet de vous assurer
soit vous rassurez sur le fait que vous êtes au standard de votre métier, soit au contraire d'être capable d'identifier des points d'amélioration. Vous avez mathématiquement amélioré vos chances. Se former aux bonnes pratiques et aux évolutions réglementaires. Comme on l'a dit, il faut avoir un vernis minimal sur comment fonctionnent les marchés publics, comment lire un cahier des charges, mais aussi le code des marchés publics qui change tout le temps. Donc, plutôt que de faire cette veille soi-même, ce n'est pas votre métier, vous n'avez pas à le faire. Vous pouvez compter sur cette ressource externe et intégrer un processus d'amélioration continue. L'erreur classique du chef d'entreprise qui répond aux appels d'offres, c'est on reçoit le courrier, on a gagné, on a perdu, et voilà, bon, on le classe dans un tiroir. On se promet, bien sûr, on regardera tout ça plus tard, mais on ne le fait pas vraiment. Nous, on part du principe qu'à partir du moment où on répond à un appel d'offres, soit on a gagné, soit on apprend. Et donc, on a gagné, ben, c'est bien, on veut savoir pourquoi, pour répéter la recette de manière pérenne. Si on a perdu, on veut surtout savoir pourquoi, pour améliorer notre mémoire technique et être dans un effet boule de neige, où la boule de neige devient de plus en plus grosse et on est de plus en plus difficile pour les acheteurs de nous éviter, puisqu'on a une présence qui est implacable et on est dans une amélioration continue en permanence. Alors, on fait une petite parenthèse pour répondre à 2 questions. La première question, c'est, comment tu fais, comment on fait, d'une manière générale pour savoir, qui sont les concurrents, et à quel prix, ils ont travaillé? Parce que ça a attiré, l'attention de d'une des personnes qui nous écoutent. D'accord? Bah, tu l'as un petit peu décrit, mais tu peux peut-être redire comment fonctionnent ces outils et qu'est-ce Bien qu'on peut sûr. en faire, en fait, hein? Alors, de manière synthétique, quand vous répondez à un appel d'offres, vous avez le moment où il paraît, vous avez la date en fait de remise, vous avez ensuite l'attribution. Ça, c'est la magie des marchés publics, c'est qu'ils sont publics. Et donc, à partir de là, l'acheteur a normalement pour obligation, une fois qu'il a pris sa décision, de diffuser une annonce qu'on appelle une attribution de marché pour dire, au fait, notre marché de plomberie, eh ben, il a été attribué à l'entreprise Intel pour une somme de X. Obligatoire. Donc, ces attributions, alors, soit vous faites ça à la main sur le BOAMP, mais bon courage, 13 ans de marché public, même moi, j'ai du mal à en trouver. Soit vous payez un outil. Moi, j'ai un outil, je me connecte. Je dis, vous voulez voir qui? Je rentre soit un numéro de SIRET, soit le nom de la société, parce que des fois, vous avez des SIRET différents parce que vous avez plein de points de vente. Donc, je mets la plateforme du bâtiment et je sais tout ce qu'ils ont gagné, etc. Ou soit vous sélectionnez un acheteur public. APHP, mais savoir à qui ils ont attribué des marchés. Et vous avez, du coup, vous aurez tous les métiers, donc il faut peut-être faire un filtre. Mais voilà, les marchés de l'APHP en prestation intellectuelle informatique. Et vous avez les numéros de SIRET et vous avez du coup les entreprises. Et vous avez par contre le montant total de l'affaire. Donc vous allez avoir prestation de management, accompagnement au changement, remporté par le cabinet X pour tel montant. À partir de là, si vous passez par moi, vous êtes capable de récupérer donc la grille de prix qui a été remplie à l'époque. Et vous dites, OK, j'ai des prestations. Ils ont chiffré à combien le cabinet? 277 000. Et ben, vous vous amusez à le remplir. Et là, vous voyez, si vous tombez, ah ben moi, j'aurais été à 240. Au contraire, moi, je tombe sur 320. Comment ils ont fait pour ça? Mais vous faites de l'ingénierie inversée. L'ingénierie inversée, c'est quand vous prenez un produit du concurrent, vous ouvrez le capot et vous regardez, mais comment il fait? Ça existe depuis très longtemps dans l'industrie. Vous ouvrez le capot de la voiture concurrente, vous êtes Renault, vous regardez Peugeot, ce qu'ils mettent dans leur moteur. C'est exactement la même chose. Et à partir de cette ingénierie inversée, je sais à qui il a été attribué, je sais à quel montant et j'ai la grille de prix. À partir de là, vous vous dites comment ils ont fait pour être à ce prix-là et vous êtes capable, du coup, vous avez le montant d'attribution et vous avez les prestations qui ont été demandées. Vous avez pu, avec votre connaissance métier et la connaissance concurrentielle que vous avez, à raccrocher les wagons et à voir comment ils sont retombés sur leurs pattes. Alors, j'ai une autre question là qui vient d'arriver, de la part de François. Combien, coûte cette prestation, de veille, sur nos concurrents? On va y venir, tout à l'heure, parce qu'évidemment, ça fait partie, du retour sur investissement qu'il faut être capable de démontrer. Mais, voilà, on va répondre à cette question, évidemment tout à l'heure. Alors, vous avez compris que nous, on peut vous accompagner. Soit vous avez vos ressources, soit vous faites appel à nos ressources, soit vous avez besoin juste d'un consultant, soit vous avez besoin d'un consultant et d'une assistante commerciale qui va venir dans vos bureaux pour faire tout ce travail, qui va connaître vos process, qui va connaître vos outils et puis qui va intervenir quelques heures par semaine en fonction du besoin et des appels d'offres. Donc voilà, vous êtes vraiment capable de déléguer beaucoup de choses et je dirais que clé en main, pour ceux qui ne veulent absolument rien toucher, on est capable de tout prendre en charge. La veille, le diagnostic, la stratégie, la refonte du mémoire technique ou la création du premier mémoire technique. Tous les marchés vont être scannés tous les matins. On va vous faire une analyse des taux de transformation.
quelqu'un va répondre, on va collecter tous les éléments. Une fois que ça sera fait, ben, ça ne sera plus à faire. Donc, on vous aura constitué l'arborescence type d'une bonne assistante commerciale marché public. On va mettre à jour régulièrement les pièces et le mémoire technique parce que, au fur et à mesure où la société grandit, bah, elle a plus d'arguments, elle a plus de superficie, elle a un chiffre d'affaires qui a grandi. On va vous animer les raisons pour lesquelles vous avez perdu. Donc, on va animer le plan d'action pour travailler sur le plan d'amélioration continue. Bref, on va faire tout le boulot d'une assistante commerciale. Donc, en conclusion, si on retrouve le tableau qu'on avait tout à l'heure, quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous n'allez pas sur les marchés publics, on a une réponse à tout. On a une réponse à tout et il n'y a pas de raison que vous ne voyez pas ces marchés parce que nous disposons d'un outil. Alors, vous pouvez vous l'acheter, cet outil, et on va vous former, ou vous nous confiez la veille et tous les matins, on vous dira exactement quels sont les marchés qui sont pour vous et si vous le souhaitez, on aura fait un petit travail de stratégie commerciale pour aller chercher que les marchés qui vous intéressent. Si vous nous dites vous manquez de temps, on est capable, vous l'avez compris, on vous l'a démontré, de vous mettre la bonne ressource à la carte, uniquement le temps et les heures dont vous avez besoin, en support, chez vous, dans vos bureaux, à distance, quelqu'un éventuellement qui connaîtra déjà votre secteur d'activité, parce que quand on répond dans les secteurs publics, bah, c'est sûr que si on connaît déjà le marketing digital, ce n'est pas la même chose que si on a traité que des marchés de BTP. Donc, on sera déjà un petit peu acculturé à tout ça. Vous ne pouvez plus vous dire, c'est pas pour moi. Vous pouvez éventuellement vous dire, je n'ai pas le temps, je n'aime pas ça, ça me fait peur, mais vous savez maintenant que vous pouvez vous faire accompagner dans une formule à la carte extrêmement souple, même si vous n'avez pas de savoir-faire et même si le cadre juridique vous fait peur. Voilà, donc je pense que c'est important de bien insister sur ce dernier point. Beaucoup de sociétés qu'on rencontre ont peur des pénalités, ont peur du cadre juridique, etc. Faites-vous accompagner, essayez au moins 1, 2, 3, 4 mois de pénétrer ce marché. Vous allez forcément répondre à plusieurs marchés, vous allez voir. Et ensuite, si vous arrivez 3 fois second, ben, vous allez vous dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour passer premier? On va vous aider et forcément, à un moment donné, vous allez gagner. La question maintenant, c'est qu'est-ce que ça coûte tout ça? Alors, vous avez là, on a mis quelques exemples pour pouvoir finalement répondre à la question qui a été posée, à laquelle on va répondre. C'est voilà, quel est le retour sur investissement? Alors, vous avez un premier package. Philippe, je vais te laisser le commenter, Bien sûr. qui est vraiment le package petite entreprise. Je fais un audit, je mets en place les outils, je délivre un service de veille, et ça pendant 1 an, et de façon illimitée. Mais vas-y, je te laisse le décrire. Bien Et c'est sûr. vraiment l'offre 3h18 avec Philippe qu'on a monté pour les petites entreprises qui, à coup sûr, vous donne les moyens de tester déjà si vous avez une appétence pour les marchés publics. Exactement, c'est qu'avant d'aller pêcher, il faut être sûr soit d'avoir une canne à pêche, soit d'avoir un filet, mais il faut être selon le type de ce qu'on veut attraper, mais il faut avoir au moins l'outil nécessaire. Donc ça, c'est l'outil, l'audit entreprise, pardon, plus la mise en place des outils. Encore une fois, c'est principalement votre mémoire technique et votre base documentaire. J'ai mis une fourchette de 2 à 4 000 euros selon la typologie de l'entreprise et la durée, mais c'est en gros, on est dans cette fourchette de budget. Le paquet, alors là, le premier, c'est juste les outils et on part du principe que vous avez la ressource interne ou externe pour traiter la partie administrative. Package numéro 2, c'est là, non, j'ai aucun des trois et il me faut de l'aide là-dessus. Donc, on fait tout. Donc, ça va être l'audit, OK, les outils, comme on a vu juste au-dessus, et on part du postulat qu'on va répondre à un appel d'offres par mois. Pour une estimation des coûts. On aurait pu mettre une fourchette comme au-dessus. On va être entre 6 et 8 000 euros par an. En partant du principe qu'on va être sur un appel d'offres par mois, qu'on enlève le mois d'août, parce que de toute façon, il se passera rien au mois d'août en termes de marché public. Package 1, package 2, c'est consulting plus assistant. En dessous, on est sur l'assistance administrative. Juste l'assistance, voilà. Juste Donc là, l'assistance. voilà, c'est j'ai mes outils, j'ai tout, où je veux démarrer avec mes outils habituels, je veux juste avoir de l'aide sur la partie manutention administrative. À partir de là, on est sur 150 euros constatés par de ces appels d'offres. On part du principe que ça prend une demi-journée
Parce que vous avez une personne qui va chiffrer, une personne qui va s'assurer de la compréhension du cahier des charges, et que l'assistant ou l'assistante administrative va faire ce travail de collecter les données en interne, de les compiler, de les mettre en musique, assurer la conformité et de les déposer sur une des plateformes idoines. Et donc, sur une simulation pour 1 an, si on part sur une entreprise simple, avec des outils simples qui répondent à un appel d'offres par mois sur une année complète, on a un ticket d'entrée qui est à peu près de 3 500 € hors taxe. Naturellement, on est sur un théorique. Ça dépend du nombre de marchés que vous avez joué, ça dépend de la complexité, ça dépend si vous répondez seul ou ça vous répondez en groupement. Mais là, on est déjà sur les couches supérieures. Mais le ticket d'entrée, il est à peu près sur ce budget. À comparer avec, je recrute quelqu'un pendant une année complète et je paye son salaire. Donc, vous voyez, vous pouvez, sans aller gravir directement l'Everest, passer par une solution intermédiaire. Oui, et puis 3 500 €, il y a quand même l'audit entreprise, il y a quand même quelqu'un qui va faire 10 réponses aux appels d'offres, donc on va dire une réponse par mois si on neutralise l'été. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Si vous avez un taux de succès de 50%, ça vous fait 5 réponses sur des marchés de 100 000 €. Bah, vous voyez, on a un ROI qui est là. Alors, je pense qu'il faut se donner les moyens, il faut tester. On a en tous les cas, nous, des réponses et des propositions à vous faire pour vous emmener progressivement vers ces marchés publics. Et puis, comme le disait Philippe, il faut tenter, il faut tester, il faut s'y mettre. Et puis, ensuite, une fois que vous aurez gagné votre premier marché, vous aurez envie, c'est inévitable, de former quelqu'un, de monter une ressource. Et puis, on a des clients qui continuent à nous dire, écoutez, vous gérez tout, on en gagne de plus en plus, vous les prenez, ça nous permet de scaler. Nous, nos forces de vente, on veut les garder sur les marchés privés. C'est pas les mêmes cycles de négociation. C'est aussi plus administratif, hein. On va dire qu'un commercial dans le privé, il est plus en négo sur le terrain, etc. Un commercial secteur public, c'est plus un travail sédentaire. Donc, vous pouvez parfaitement le déléguer à quelqu'un qui ne fera que les heures dont vous avez besoin. Et puis surtout, vous pouvez vous entourer d'un spécialiste comme Philippe qui vous aidera à mettre en place cette stratégie. Voilà, je regarde les questions. Alors, on a une question sur à partir de quel chiffre d'affaires vous pouvez commencer à travailler. Philippe, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? C'est l'exemple que j'ai donné. Moi, j'ai vu des gens répondre à des marchés publics en cours de création de société. Mais vraiment, alors attention, hein, ça dépend du marché sur la création de sites web. Vous avez des anciens salariés qui sont en cours, qui sont en train de créer leur société et qui disent, mais moi, j'ai travaillé en tant que salarié sur le site de la sécurité sociale, tel truc, et qui tentent le coup. Ça, c'est l'exemple extrême. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de minimum de chiffre d'affaires. S'il n'y a pas un minimum de chiffre d'affaires indiqué sur le cahier des charges, vous avez vos chances. Dans la mesure où, vous vous assurez que le marché, il reflète quand même. Faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Si vous faites 30 000 € de chiffre d'affaires parce que vous êtes en démarrage, postulez pas à un marché de 300 000. L'acheteur va dire c'est pas très crédible. Donc postulez à des marchés qui sont dans votre éventail de chiffre d'affaires. Mais de la même manière, hein, si demain je m'inscrivais à la boxe, je ne vais pas aller directement au championnat du monde. On commence par la coupe de quartier, puis après on fait la coupe municipale, puis la région. Il faut aller, et des choses qu'on ira à année 2, année 3. En première année, il faut savoir être modeste, justement pour justifier qu'on a la bonne taille pour le bon besoin, et qu'ils n'aillent pas chercher la grosse entreprise, un Bouygues, pour un chantier de plomberie à 2 000 €. Vous êtes le petit acteur local qui va bien. Donc il n'y a pas, sauf si ce n'est pas écrit sur le cahier des charges, il n'y a pas de... Et en plus, les marges sont supérieures sur ces petits marchés-là, donc c'est tout à fait logique. Une autre question, quid des pénalités? Eh ben, tiens, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que ça fait un peu peur les pénalités, hein, sur les marchés publics. Dans le marché privé, bon, un client n'est pas content, on se débrouille toujours. Là, on est quand même un peu encadré. Qu'est-ce que tu répondrais là-dessus? Bah, du coup, ça rejoint le fait qu'il faut avoir ce vernis minimum. Il faut être capable, quand on dit qu'il y a des charges, CCAP, c'est la réponse, c'est le document dans lequel vous allez voir les pénalités. Mais moi, typiquement, à chaque fois que j'ai un client qui me dit Philippe, on voit juste appel d'offres, je dis OK, je télécharge le cahier des charges et en fait, je fais une fiche de brief et je regarde, en fait, je fais un document dans lequel je regarde les points un peu chauds, un peu étranges. Attention, les délais de livraison, j'ai travaillé longtemps dans la distribution, ça me paraît un peu court. Surtout que derrière, si tu n'assures pas, les pénalités me paraissent vachement élevées. Donc déjà, moi, je sais où regarder et je vais vous faire ces points d'alerte. Donc, soit vous passez par quelqu'un comme moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, quelqu'un de compétent qui va être capable de faire ces points d'alerte, soit vous vous assurez d'avoir une ressource interne qui est capable d'identifier à la prélecture du cahier des charges.
Mais moi, le premier truc que je regarde, c'est les délais demandés et les pénalités, effectivement. Et ça peut être un motif pour ne pas aller sur l'appel d'offres. Oui, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez parlé, mais dans les services, on va dire, de conseil, il y a toute cette qualification en amont qui permet de ne pas aller sur un appel d'offres Ne pas perdre son temps. voilà, où on n'a pas envie de prendre un risque. Et le chef d'entreprise peut parfaitement dire, voilà, je veux que vous me quadriez les marchés sur lesquels j'ai zéro risque, parce que là, je suis dans ma zone de confort. Tout à fait. C'est un processus dans les grandes entreprises qui s'appelle le go ou no go. En français, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Eux, ils savent très bien. C'est qu'ils ont une fois par semaine, vous êtes dans les grosses boîtes, c'est le mercredi ou le lundi matin, les réunions de chefs de service. C'est quoi les appels d'offres? Les assistants remontent les appels d'offres. Ils regardent des fiches de prélecture et ils y vont pas et décident à partir de là. Donc, ça évite, si les grosses boîtes le font, copiez sur eux. Et faites la même chose. N'allez pas essayer de perdre votre temps sur des marchés et identifiez très rapidement si c'est du go ou du no-go, tout simplement. Bon, bah écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci pour votre présence. Merci vraiment pour vos questions et les interactions. S'il y a d'autres questions, vraiment, je vous encourage à utiliser les liens qui vous sont envoyés par la plateforme pour vous mettre en relation avec 3h18 ou avec Philippe, qui est vraiment l'expert. Merci David pour tes encouragements. Merci Gwenaël. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints et qui ont écouté ce webinaire. Philippe, un grand merci. Avec grand Bravo. Tu plaisir. as été absolument C'est la remarquable première. dans le rôle de l'expert, mais c'est la première, mais elle était vraiment très très bonne. Je peux te Merci dire beaucoup, que Marc. tous les speakers ne sont pas aussi imagés et convaincus que toi. Donc voilà, un grand merci. Si vous Avec souhaitez plaisir. plus d'informations, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous avez un lien Livestorm qui vous est envoyé tout de suite après. N'hésitez pas, prenez rendez-vous, continuez à discuter, à vous renseigner, à benchmarker. Et le moment où vous souhaitez passer à l'action et avoir un devis personnalisé, prenez rendez-vous avec 3h18 et on vous concocte une proposition et un devis ajusté pour pouvoir démarrer votre première réponse à un appel d'offres public. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour un webinaire 3h18. Merci Philippe. Au plaisir. Merci à vous.